Hey Queen, que la paix soit sur toi. J'espère sincèrement que tu vas bien. Alors déjà, je suis trop heureuse d'enregistrer ce podcast. Je suis très très contente. Je suis très enthousiaste à l'idée de te partager ce que je vais te partager. Si tu me connais pas encore, je suis Selma, épouse depuis 21 ans, dont 14 ans à apprendre à déchiffrer la dynamique anxieux-évitant dans ma propre vie. Et depuis, j'accompagne des femmes mariées à traverser exactement ce que tu traverses, avec souveraineté et sans perdre leur dignité. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, bienvenue dans Souveraine by Selma. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de différent, parce que depuis que j'ai ouvert ce podcast, vous avez été plusieurs à me poser une question encore et encore et encore, sous différentes formes. Euh, Pourquoi il fait ça? Pourquoi il me dit qu'il m'aime et il disparaît? Il devient froid après un moment parfait. Il veut pas juste parler. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il revient pas? Pourquoi il a besoin de temps? Combien de temps je dois lui donner? Et à chaque fois, je t'ai répondu en morceaux. Dans les épisodes sur la tempête, sur le choix de rester, sur la souveraineté. Mais aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose de différent. Parce que tu me l'as demandé plusieurs fois. Et que de toute manière, il fallait que je le fasse. Il fallait que je te partage ça. Aujourd'hui, j'ai envie de t'emmener à l'intérieur de sa tête, de son histoire, de ses mécanismes, de ses peurs. Alors, petit disclaimer, c'est pas pour l'excuser, d'accord? C'est pas pour te dire de tout accepter. C'est pour qu'enfin tu comprennes ce que tu as en face de toi, d'accord? Cet être un peu extraterrestre que tu as en face de toi, parce qu'il est tellement, tellement différent de toi. Toi, tu es en mouvement et pas lui. Il y a tellement de différences entre vous deux. Pourquoi tu dois comprendre, tu n'es obligé de rien, bien sûr. Pourquoi il est important que tu comprennes ce qu'il y a dans sa tête? Tout simplement parce que on ne peut pas décider quoi que ce soit, par exemple, rester ou partir, euh, dans la douleur, d'accord? Dans le manque de clarté, dans l'incompréhension. On ne peut pas le faire si on ne sait pas vraiment à quoi on a affaire. Alors après 14 ans à le vivre, à connaître ce flou, à l'étudier, à l'observer depuis l'intérieur d'un mariage, pas depuis un manuel de psychologie. J'aime bien dire à mes accompagnés, j'ai un laboratoire à la maison. J'ai quelque chose à partager avec toi depuis moi, d'accord? Depuis tout simplement mon expérience à moi, et ça n'engage que moi. C'est ma compréhension et c'est ma manière, avec évidemment des sources aussi, euh, ma manière de le transmettre. Alors, prends le temps, mets pause si tu as besoin de mettre pause. Installe-toi tranquillement, ou peut-être que tu es en train de conduire, auquel cas, sois concentré mais pas trop, reste concentré sur la route. Cet épisode peut être long, parce que j'ai choisi le format podcast parce que justement j'ai tellement de choses à partager, j'ai tellement de choses à dire, j'ai tellement de choses à donner, et je suis tellement en mouvement, j'ai tellement à cœur de t'aider, et j'ai une conviction, je suis convaincue dans mes entrailles qu'on peut maintenir un mariage anxieux évitant, et on peut réussir un mariage anxieux évitant. J'en suis convaincue. Ça demande de la patience, ça demande de l'effort, mais je suis sûre et certaine, c'est ce que j'ai envie de transmettre à mes anxieuses, à mes queens, qu'il est possible de se stabiliser dans ce mariage, sans y perdre des plumes, sans y perdre sa dignité, en mettant sa couronne de queen. J'en suis persuadée. C'est pour ça que j'ai ouvert le podcast.
Parce que c'est un espace où tu es libre de rester, de partir, de couper le podcast et de revenir plus tard, de le finir avant de dormir, de l'écouter en faisant la vaisselle, en conduisant, en déposant tes enfants au foot, en allant visiter ta maman ou ta copine. C'est un épisode, voilà, c'est un format que j'affectionne particulièrement parce que voilà, j'ai beaucoup de choses à te dire. On va démarrer d'où ça vient. D'accord? On va parler de cette enfance qui a créé l'évitant. On va commencer par le tout début, le vrai début. Alors l'évitant, il n'est pas né comme ça. D'accord? C'est pas c'est pas dans son ADN, c'est pas un handicap, tu vois. Je veux que tu entendes clairement parce que c'est la première chose qu'on oublie quand on souffre. L'évitant, il n'est pas né évitant. Il est devenu évitant. Et il y a une histoire derrière ça. Là, j'aimerais que tu imagines ce petit garçon qui a 5, 6, 7 ans. Il tombe dans la cour, il pleure, et son père va lui dire « Arrête de pleurer, sois un homme ». Ou il y a parfois... je ne sais pas s'il y a... C'est pas une compétition du pire, du moins pire, mais tu vas avoir cette scène, par exemple, sa mère, elle est là physiquement. Elle fait la cuisine, elle prépare l'école, mais émotionnellement, elle est complètement absente. Elle pose pas de questions, elle console pas, elle n'est pas disponible pour ça. D'accord? C'est un enfant qu'on n'a pas regardé dans les yeux, c'est un enfant qu'on a eu, mais qu'on n'a pas comblé, qu'on n'a pas nourri émotionnellement, à qui on n'a pas donné. On l'a pas regardé dans les yeux, on ne l'a pas caressé, on lui a rien transmis émotionnellement. D'accord? Ça peut être aussi l'inverse. Une maman qui est tellement présente, tellement dans tout, qu'il n'a jamais eu son coin à lui, pas d'intimité, pas d'espace. Elle va ouvrir sa porte sans frapper. Elle va lire ses messages et décider de tout. D'accord? Ça peut être aussi des parents imprévisibles. Ok? Un jour chaud, le lendemain glacial, un jour présent, le lendemain introuvable. On a un enfant qui ne sait jamais à quoi s'attendre. Parfois, on va avoir des situations encore plus douloureuses. On va être dans des situations de violence, de dureté intense, de violence physique, verbale. C'est un enfant qui ne sait pas à quoi s'attendre. Où tu vas avoir, dans des cas un peu moins connus, cet enfant qu'on a mis à la place de l'adulte. Celui qui consolait sa mère qui pleurait, tu vois. Il a pris une responsabilité qu'il n'avait pas à prendre. Celui qui va écouter son père se plaindre. Celui qu'on a rendu responsable des émotions des grands avant même de comprendre les siennes. Dans chacune de ces situations, cet enfant-là, il apprend une chose. Une seule, et elle va le suivre pendant des dizaines d'années. Il va développer cette croyance, très souvent inconsciente, il n'a pas conscience de ça. Il ne le formalise pas comme ça. Cette croyance, mes émotions, elles ne sont pas les bienvenues. Mes besoins dérangent, il faut que je me fasse petit. Si je me laisse aller à ressentir, je vais être rejetée, envahie, blessée. Donc la solution, c'est de plus ressentir, c'est de tout fermer. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ce n'est pas une décision consciente. Cet enfant, il ne se dit pas « je vais devenir indépendant, je vais devenir autonome ». C'est son cerveau qui, pour le protéger, coupe l'accès aux émotions automatiquement. Et il le fait très très bien. Donc, si tu as imaginé... Oula, micro un peu trop près. Si tu as imaginé cet enfant, tu réalises que c'est de la survie et c'est loin d'être de la stratégie. Il y a quelque chose de fascinant et c'est un peu douloureux à comprendre sur ce qui se passe dans le cerveau de cet enfant. Quand un bébé naît, son cerveau il est câblé pour une seule chose, chercher la connexion. Ça c'est sa nature saine. D'accord ?
c'est sa nature saine. Il est câblé pour chercher la connexion. C'est inné, c'est biologique, hein, c'est physiologique. Tous les bébés du monde, quelle que soit leur culture, leur pays, leur famille, leur religion, quel qu'il soit, n'importe quel bébé qui naît, tous cherchent naturellement la proximité de celui qui les nourrit et les protège. Quand cette proximité répond, donc quand l'adulte console, réconforte, il est présent, le cerveau de l'enfant, il va enregistrer le monde, il est sûr. Les gens sont fiables, je peux compter sur les autres. Mais quand cette proximité, elle est rejetée, ignorée, ou pire, quand elle est survie, quand elle est quand elle est synonyme de survie ou de souffrance, l'enfant, il va apprendre le contraire. Son cerveau, il va créer une association. Amour égale douleur. Besoin égale rejet. Intimité égale danger. Ce câblage, il va s'ancrer. Ce câblage va grandir avec lui. À 15 ans, il est là encore, ce câblage. À 30 ans, il est là et à 45 aussi. D'accord ? Et il n'en est pas conscient. Ok ? Maintenant, adulte, quand tu te rapproches de lui, quand l'amour monte, quand il sent qu'il t'aime vraiment, son cerveau ne voit pas une belle femme qu'il choisit. Tu vois ? Il voit une menace qui s'approche. Les recherches en psychologie de l'attachement, initiées par Bowlby dans les années 60 et développées depuis des dizaines d'études, y compris aux États-Unis, avec des techniques d'imagerie médicale. Donc c'est là où moi, ça m'a rendu folle, où je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a même des preuves scientifiques de ça. Vous montrez quelque chose de très précis. Les individus avec un attachement évitant ont développé ce qu'on appelle une stratégie de désactivation. Leur système nerveux, face à la proximité émotionnelle, s'éteint automatiquement. D'accord ? C'est pas un choix. C'est pas conscientisé. C'est pas réflexe. C'est le cerveau, en termes très simples, qui apprend à traiter l'intimité comme une information à mettre à distance, loin, far, far away, tu vois. Exactement comme on ferait avec quelque chose de dangereux. Ce mécanisme est si bien ancré que même en plein milieu d'un moment magnifique avec toi, quelque chose peut le déclencher. C'est comme un interrupteur, c'est vraiment comme un bouton. Alors si tu as une imagination extraordinaire comme la mienne, tu dois certainement voir le bouton dans son cerveau. Et il disparaît. D'accord ? Il est toujours là physiquement, mais quelque chose en lui s'est fermé. Et souvent tu le vois, hein, tu m'en parles. C'est pas de la manipulation, c'est pas du calcul. C'est un système nerveux qui a appris à se protéger de la seule manière qu'il connaît. Ok ? Il y a 5 types de blessures principales qui vont créer un évitant. Moi, je vais te les donner une par une parce que reconnaître l'histoire de ton homme, même à moitié, même approximativement, même dans le flou, ça change tout à la façon dont tu regardes ses comportements. D'accord ? Le premier type, les parents émotionnellement indisponibles. Alors, ils ne sont pas absents. D'accord ? Physiquement, ils sont là. Ils nourrissent, ils habillent, ils scolarisent, mais ils ne consolent pas. Ils ne posent pas de questions sur comment il se sent. Ils ne sont pas là pour les choses de l'intérieur. L'enfant apprend, gérer mes émotions seul, c'est la seule option. Personne ne viendra de toute façon, donc voilà, je gère. L'adulte, de toute façon, voilà, il s'en tape. Il ne questionne pas, il s'en tape. Et adulte, quand tu lui demandes comment il se sent, il te regarde avec des yeux vides. Pas parce qu'il te rejette, hein, parce qu'il n'a jamais appris à nommer ce qui se passe en lui. Il ne sait pas, en fait. Il n'a pas accès. Tu vois ? Il ne sait pas. Très souvent, l'évitant, tu vas lui demander comment il va toujours te dire ça va. Alors que toi, tu sens bien que ça ne va pas. Il va te dire ça va. Il répond beaucoup avec je ne sais pas. On verra. Ce sont leurs phrases préférées. On verra. Toujours le flou. C'est toujours le flou. Il y a le deuxième type, c'est les parents critiques exigeants. Donc lui, il va communiquer, mais voilà, ça va être des trucs style tu pourrais pas faire mieux, t'es trop sensible, c'est pas une raison de pleurer, va là-bas, m'enquiquine pas,
Ou carrément, voilà, il part, il le laisse tout seul. Voilà. L'enfant, il apprend mes émotions sont une faiblesse. Ma vulnérabilité, c'est un défaut. Je dois être fort, autonome, toujours. Il y a le troisième type, ce sont les parents envahissants. Paradoxalement, certains évitants viennent de familles très proches, trop proches. Donc il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'espace personnel. L'enfant apprend la proximité égale évasion. Mon espace, c'est la seule chose que je dois protéger à tout prix. Donc c'est peut-être le cas de ton évitant. D'accord ? Et un quatrième type, j'ai l'impression, moi, de mon expérience avec mes évitantes et de ce que j'ai pu voir moi aussi dans mon expérience privée, que ça me semble, en tout cas de ce que j'ai vu, ce quatrième type de parent, il a l'air quand même plus présent. Il a l'air d'être majoritaire dans ce que j'ai pu expérimenter. Ce sont les parents imprévisibles. Alors aujourd'hui, il est chaleureux, il est là et tout, mais le lendemain, il est glacial. Aujourd'hui, il est présent, mais le lendemain, il est introuvable. L'enfant, il ne sait jamais à quoi s'attendre, en fait. Il apprend, les gens sont imprévisibles, je ne peux pas trop leur faire confiance, mieux vaut ne compter que sur moi. Et le cinquième type, celui dont on parle rarement, ça va être la parentification. D'accord ? La parentification, ça va être l'enfant qui a été mis à la place de l'adulte, qui a consolé maman, qui a écouté papa, qui a géré l'émotionnel de la maison alors qu'il était encore un enfant, c'était pas son taf. Il apprend l'émotion des autres, ça m'épuise, ça me vide. L'intimité, c'est un fardeau, je dois fuir pour survivre. Encore une fois, il ne conscientise pas ça. Ça se fait de manière mécanique. Voilà ce que tu dois comprendre. Dans chacun de ces cas, l'enfant n'a pas choisi de devenir évitant. Son cerveau a fait le calcul de survie et il l'a fait très très bien. Il a trouvé la seule stratégie qui l'a aidé à traverser son enfance sans s'effondrer. Cette stratégie, elle a fonctionné quand il avait 8 ans. Le problème, c'est qu'à 38 ans, 40 ans, 45 ans, elle tourne encore en arrière-plan. Tu vois, comme une mémoire, une mémoire interne. Automatiquement, sans qu'il le sache. Et là, il y a un paradoxe. C'est là où c'est un des points qui va te fatiguer. Un des pans dans ta relation qui va te fatiguer parce qu'il y a ce paradoxe qui te perturbe, qui te fatigue, qui t'épuise. En fait, paradoxalement, il cherche ce qu'il fuit. D'accord ? Maintenant qu'on comprend d'où ça vient, il faut comprendre quelque chose qui semble totalement illogique et qui explique une grande majorité de ce que tu vis avec lui. L'évitant cherche désespérément ce qu'il fuit désespérément. D'accord ? Encore une fois, on n'est pas en train d'excuser, on est en train de relater des faits. Laisse-moi te dire ce qu'il cherche vraiment. Et pas ce qu'il dit vouloir. Ce qu'il cherche vraiment à l'intérieur de lui. Il cherche la sécurité émotionnelle. Pouvoir exprimer quelque chose sans être jugé, sans être rejeté, sans que ce soit utilisé contre lui, parce qu'il n'a jamais eu ça. Donc il ne sait même pas que ça existe vraiment. C'est ça qui est compliqué à comprendre, ma queen, c'est vraiment compliqué à comprendre, mais quand tu le comprends, tu vas développer peut-être que tu vas développer plus de bienveillance vis-à-vis de lui. Tu vois ? Il ne sait même pas que ça existe vraiment, mais il le cherche désespérément et il le fuit. Il cherche l'acceptation inconditionnelle, être aimé pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait, pas pour ses performances, son intelligence, sa réussite, juste pour lui, parce que c'est lui. Tu vois ? Il a grandi en croyant qu'il devait être assez bien pour mériter de l'amour. Donc l'idée que l'amour puisse être gratuit, il n'y croit pas, tu vois. Il cherche le respect de ses limites aussi. Pouvoir dire j'ai besoin d'espace sans que tu paniques, sans que tu le supplies, sans que tu interprètes ça comme un rejet. Parce qu'il ne te rejette pas, il a juste besoin de cet espace. Il cherche la stabilité. C'est quelque chose de très important pour lui. Alors que lui n'est pas spécialement stable par rapport à ses propres émotions, il cherche quelqu'un de stable en face de lui, mais il n'en a pas conscience. Encore une fois. Il cherche quelqu'un qui reste, qui ne part pas à la première tempête, qui ne devient pas imprévisible quand il exprime un besoin. Toi, quand tu arrives dans sa vie, il sent tout ça chez toi. Il se passe quelque chose de ouf. Tu l'impressionnes quand tu arrives dans sa vie.
Il sent tout ça, ta chaleur, ta présence, ta capacité à rester même quand c'est difficile, hein, ton amour qui ne lâche pas. Et quelque chose en lui reconnaît exactement ce dont il a manqué depuis l'enfance. Il se sent chez lui, peut-être pour la première fois. C'est exactement là que tout se complique. C'est là où il y a un switch qui complique tout. Parce que plus il se sent en sécurité avec toi, plus son amygdale, son système d'alarme dans son cerveau panique. L'association est trop profonde, trop câblée, trop ancienne. Amour égale danger. Souviens-toi, ça vient de l'enfance. Son cerveau, pour le protéger, fait la seule chose qu'il sait faire. Il fuit. Pas parce qu'il t'aime pas, mais parce qu'il t'aime. C'est paradoxal, c'est très bizarre, mais c'est comme ça. T'aimer active exactement la blessure qu'il a passé toute sa vie à éviter. Plus tu comptes pour lui, plus il panique. Et tu vois alors quelque chose qui semble insensé. Il est chaud, présent, connecté, et puis du jour au lendemain, il se ferme. Il disparaît, il devient froid. Il trouve des défauts là où il n'y en avait pas hier. Et toi, tu te retournes dans tous les sens. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? La réponse dans 9 cas sur 10, t'as rien fait. Hein. D'accord? T'as juste existé pleinement dans son espace, et ça, son cerveau ne sait pas le gérer. Il y a les sonnettes d'alarme. Il y a quelque chose que les chercheurs américains spécialisés en neurosciences de l'attachement ont mis en évidence ces dernières années et que je trouve important à comprendre pour toi. Les personnes avec un attachement évitant ne ressentent pas moins. D'accord? Parce que souvent, moi, c'est ce que tu me dis et c'est ce que j'ai cru aussi. Hein. Mais t'as pas de sentiments, t'as pas d'émotions, c'est pas possible. Non. Elles ressentent pas moins, elles filtrent. Leur système nerveux a appris à inhiber les signaux émotionnels automatiquement, comme un filtre qui se met en route sans leur demander la permission. Donc quand on dit « il ne ressent rien », c'est pas vraiment exact. Il ressent, mais il y a quelque chose entre ce qu'il ressent et sa conscience, une couche d'amortissement qui rend l'émotion inaccessible. Le pire, quand c'est quelqu'un qui l'aime vraiment, ce filtre est encore plus actif. Parce que le risque est encore plus grand, l'enjeu est encore plus élevé. Et son cerveau met tous les moyens en place pour le protéger d'un amour qui, dans sa mémoire la plus profonde, a toujours fini par faire mal. Encore une fois, c'est vrai que je le répète souvent, comprendre, ça ne veut pas dire excuser, hein, parce qu'aujourd'hui c'est un adulte, c'est plus un enfant, ok? Alors, comment il fuit? Les mécanismes de défense de l'intérieur. On va parler de ça. Maintenant qu'on comprend d'où ça vient et pourquoi ça se déclenche, j'aimerais te montrer comment ça se manifeste concrètement, ce que tu vis. Parce que l'évitant ne fuit pas toujours de façon évidente. Parfois, il fuit en restant. Ça, tu le connais. Il fuit en te parlant. Et parfois, ça peut arriver qu'il fuit en cherchant des défauts. On va parler de ce qu'on appelle les grandes stratégies de désactivation. Donc toi, c'est le contraire qui se passe chez toi en général. Tu es activé, lui, il est désactivé. Ce sont des comportements automatiques que son cerveau utilise pour créer de la distance quand l'intimité est trop intense. La première stratégie, ça va être ce qu'on appelle le top-down neurologique. C'est le mécanisme le plus documenté scientifiquement, c'est celui qui explique les chauds-froids que tu vis. Donc tu passes un samedi soir super génial, c'est trop top, c'est merveilleux, surtout au début de la relation, au début de ton mariage, de la relation. Voilà, il y a des rires, connexion, intimité, il te serre contre lui, il te dit des choses trop mignonnes, il le pense pour de vrai, hein, sache-le, hein, dans ce moment-là, il est entièrement là, il est complètement là. Dimanche matin, il va se réveiller et quelque chose se déclenche, pas consciemment, pas avec l'intention de te blesser. En fait, son système nerveux, comme un signal d'alarme, réalise hier soir, tu étais vulnérable, tu étais vraiment connecté. C'est exactement ce genre de situation qui va te faire souffrir. Et en quelques heures, son cerveau passe de « je l'aime, c'était incroyable » à « j'ai besoin d'espace ». C'est pas de l'inconstance, c'est pas de la manipulation. C'est un système de protection automatique qui coupe l'accès à l'émotion pour mettre son détenteur à l'abri. D'accord? Pour mettre son évitant à l'abri. Parfois, tu vas l'appeler, il n'est plus connecté. C'est pas parce qu'il ment, hein. C'est parce que son cerveau a fermé la porte, l'accès n'est plus là. D'accord? Il y a aussi une autre stratégie, c'est l'hallucination protectrice.
C'est fascinant et presque dramatique à la fois. Imagine, tu as peur des serpents. Tu te promènes, tu vois une corde sur le chemin. Ton cerveau, par réflexe de peur, projette c'est un serpent pendant 3 secondes. Tu crois vraiment. Ton cœur s'emballe, tu recules. Puis tu réalises que c'est une corde en fait. L'évitant, il vit ça. D'accord? Et en plus, ça qui est dingue, c'est qu'il n'en a pas conscience. Il vit ça en quasi-permanence avec les personnes qu'il aime. Donc samedi soir, il va te regarder, il voit une femme belle, connectée, présente, il voit l'amour. Mercredi, il va te regarder et son cerveau projette, elle est trop intense, elle veut m'envahir, elle veut me contrôler, elle va me piéger. Ça va être compliqué pour moi, elle va contrôler ma vie. Quand bien même tu es vraiment engagé avec lui, il va vivre ce genre de choses. Toi, tu es exactement la même personne. Ce qui a changé, c'est juste la paire de lunettes, tu vois. Son cerveau a changé les verres. Il projette du danger là où il n'y en a pas. Parce qu'il a appris tôt que la proximité, ça précède la douleur. Et le plus difficile à accepter, c'est que ces perceptions, elles sont réelles pour lui. Tragiquement réelles. Hein. Il ne fait pas semblant. Il voit vraiment un danger. Et tu sais que j'avais... faudrait que je vous le partage. J'avais interviewé une femme évitante qui, elle, quand elle parlait de cette proximité, elle me parlait de... On voit vraiment, elle me dit, moi, c'est ce que je vois. Je vois vraiment un chien enragé qui veut m'attaquer. C'est exactement la même... c'est le même niveau de danger qu'elle ressent. Parenthèse. Donc je te disais, il voit vraiment un danger. Tu lui dis, j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble. Lui, il entend, elle va m'envahir. Elle a besoin de moi pour être heureuse. Je vais être responsable de ses émotions. C'est trop lourd. Encore une fois, il ne conscientise pas ça. Tu lui dis comment tu te sens par rapport à nous. Il entend, elle veut m'enfermer. Elle va exiger des trucs. Et je vais perdre mon autonomie. Alors que tu n'as pas dit ça. Hein. C'est son filtre qui a traduit ça. D'accord ? Il va y avoir une autre stratégie que j'ai relevée chez une de mes accompagnées avec son évitant. C'est critiquer pour créer de la distance. Plus il t'aime, plus il va trouver des défauts. C'est absurde, hein. Mais écoute, quand l'intimité monte, quand il se sent trop proche, trop vulnérable, son cerveau cherche des preuves que vous n'êtes pas compatibles pour justifier la distance. Pour avoir une raison, entre guillemets, j'ai fait les gestes et tout, pour avoir une raison de s'éloigner qui ne l'oblige pas à regarder sa propre peur. C'est inconcevable pour lui de regarder sa propre peur, parce qu'il n'en a pas conscience. Donc soudainement, tu parles trop, ou tu n'es pas assez autonome, ou tu es instable, tu poses trop de questions. Ou tu sais, j'ai eu aussi, chez une de mes accompagnées, tu n'es pas là. Tu n'es pas assez là. Et là, tu remarques quelque chose. C'était exactement les mêmes traits qu'il attirait vers toi au début. C'est ça qu'il aimait chez toi, en fait. C'est pour ça qu'il est tombé amoureux de toi. C'est le comble du paradoxe. Il t'aime, donc il a peur. Donc il te trouve des défauts pour ne pas avoir à nommer la peur. Et à la 4e stratégie, le silence et le ghosting. Donc le silence de l'évitant n'est pas toujours une punition. C'est surtout dans le mariage, en général, c'est pas une punition. C'est tout simplement qu'il ne sait pas quoi dire. Tu vois ? Parce qu'il vit en lui-même un truc paradoxal, irrationnel, il ne trouve pas les mots. Et tu sais, dans mes études, dans mes formations, etc., une de mes mentors m'expliquait que vraiment, il ne sait pas. Il n'a pas de réponse. Il ne sait pas quoi répondre. Donc comment lui expliquer qu'il t'aime et qu'en même temps ton amour le terrifie ? Comment lui expliquer qu'il a envie d'être avec toi et qu'en même temps ta présence l'étouffe ? Les mots pour ça n'existent pas dans son vocabulaire parce que personne ne lui a appris à les chercher. Donc il se tait, il disparaît et espère que le silence communique quelque chose ou il espère que le silence... En fait, tu sais, il met la poussière sous le tapis, quoi. Il se dit, voilà, ça se verra pas. C'est bon, on va ignorer. Et comme je vais esquiver, c'est bon, ça va le faire. D'accord ? Il y a une autre stratégie, donc c'est se voir toujours en héros. L'évitant ne peut pas se sentir coupable. C'est l'une des émotions qu'il gère
qu'il ne gère pas. J'ai envie de te dire le moins bien, mais en fait, il ne gère pas. Parce que dans son enfance, la culpabilité était suivie de rejet, de punition, d'humiliation. Son cerveau l'associe à une menace existentielle. Donc quand tu lui fais remarquer qu'il t'a blessé, que quelque chose ne va pas, il ne peut pas juste entendre ça et dire « t'as raison, je suis désolée ». C'est pas possible. Son cerveau doit réécrire l'histoire pour le garder du bon côté. Donc c'est toi qui es trop sensible. Si j'ai disparu, c'est parce que tu m'as poussé à bout. Tu exagères toujours. Et encore une fois, je pense à une de mes accompagnées. Ce n'est pas de la mauvaise foi consciente, c'est son cerveau qui travaille à toute vitesse pour éviter de porter le poids de la culpabilité. Donc il est tout le temps en train d'éviter, quoi. Il faut qu'il évite toutes les émotions. Il faut qu'il évite tout, quoi. Surtout ces émotions qui vont toucher à sa fierté. Ouais, c'est compliqué. Le résultat, tu te retrouves à douter de ta propre perception, à te demander si c'est toi le problème, à t'excuser de choses que tu n'as pas faites, de besoins légitimes. D'accord ? Et c'est ce que je vois avec toi en accompagnement, ou même dans mes contenus, etc. C'est que petit à petit, tu commences à disparaître, quoi. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. D'accord ? Là, on va parler des moments clés avec l'évitant, pour que tu puisses le comprendre. Après l'intimité, après tes besoins, les retours. Je vais te parler de 3 moments très spécifiques. 3 moments que toutes les femmes dans une relation avec un évitant vont reconnaître. Après l'intimité, donc vous venez de passer un moment vraiment connecté, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Une conversation profonde ou une nuit super géniale, un moment de vraie proximité. Le lendemain, ou parfois quelques heures après, il est distant, froid ou absent. Et tu te retrouves à analyser ce moment encore et encore. Mais j'ai dit quoi ? J'ai fait quoi ? C'était cool. Et donc, tu te remets toi en question. Mais voilà ce qui s'est passé en vrai. Dans ce moment d'intimité, son cerveau, il a libéré l'ocytocine, l'hormone du lien. Il était là, vraiment là, connecté. Il t'a dit des trucs qu'il pensait pour de vrai, sincèrement. Mais en parallèle, quelque chose d'autre s'est activé. Son système d'alarme intérieur a noté « tu viens de te montrer vulnérable. Tu viens d'être vraiment vu. C'est exactement le type de situation dont tu dois te méfier. Il faut que tu saches un truc, c'est qu'il est incapable de dealer avec la vulnérabilité. Ça ne l'intéresse pas. Son cerveau ne veut pas. Il est là pour le protéger. D'accord ? La vulnérabilité, c'est vraiment quelque chose de inconcevable, quoi. Et dans les heures qui suivent, ce système prend le dessus. L'intimité est coupée automatiquement. Je pense encore à une accompagnée, là. C'est très violent. C'est très, très violent. Il se retire. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'il ne se retire pas de toi. Il se retire de lui-même, de l'état de vulnérabilité dans lequel il était. Le problème, c'est que toi, de ton côté, tu ressens le contraire. Pour toi, ce moment de connexion t'a ouvert davantage, t'as envie de plus de proximité. Et lui, il a besoin de s'éloigner pour se retrouver. Ce décalage, toi qui vas avancer vers lui et lui qui recule, c'est l'une des choses les plus douloureuses de cette dynamique. Et c'est l'une des moins comprises, en fait. D'accord ? Tu vas avoir le moment numéro 2, quand tu exprimes un besoin. Il est douloureux, ce moment aussi. De toute façon, ils sont tous douloureux en soi. Tu vas lui dire calmement, mais vraiment calmement, j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble. Il devient froid. Je vais t'expliquer pourquoi. Ton besoin, aussi simple et légitime soit-il, tu as le droit, en fait, tu t'es pas mariée pour être seule, tu t'es pas mise avec lui pour être seule, il va activer quelque chose dans son cerveau. Besoin égale attente, égale pression, égale risque d'échouer, égale risque d'être le méchant. Allez hop, fuis, dégage, prends tes jambes à ton cou et va-t'en, quoi. Parce que dans sa tête, si tu as besoin de quelque chose et qu'il ne peut pas te le donner, il va te décevoir. Te décevoir, ça veut dire être coupable. Être coupable, c'est pas supportable, c'est inconcevable. Dans son cerveau, il va préférer créer de la distance avant même qu'il ait essayé. Et le langage qu'il entend n'aime pas le même que le tien. Toi, tu lui dis, j'ai peur qu'on s'éloigne, en fait. Il entend, t'es défaillant. Si tu lui dis, j'ai besoin de plus de connexion, il entend des variables incontrôlables qui le mettent en position d'échouer. Son cerveau parle le langage du risque, pas de l'émotion. Contrairement au tien. C'est une des clés pour communiquer différemment avec lui. Mais j'y reviendrai. Il y a ce moment numéro 3, c'est quand il revient. Alors, il a disparu, alors que vous habitez dans la même maison. Il a disparu. Et puis, il revient comme si de rien n'était. Comme une fleur, comme un cheveu sur la soupe, voilà. Et toi, tu sais pas quoi faire, en fait. T'es soulagé, mais t'es blessé.
Et tu ne sais pas si ce retour veut dire quelque chose de réel. Et tu ne sais pas trop comment te comporter en fait. Parce que ton besoin, il était réel. Alors, voici la vérité. Il y a 2 raisons pour lesquelles l'évitant revient. La première, il a peur de te perdre. Son absence a créé une distance qui l'a rendu anxieux. D'accord ? Il a peur de la perte. Et pour réguler cette anxiété, parce que les évitants, c'est des anxieux aussi. Pour réguler cette anxiété, il revient. La deuxième, il a réalisé quelque chose. Alors, c'est plus rare. Il a réalisé un truc, pas nécessairement de façon structurée, mais il a compris que ce qu'il a avec toi mérite un effort. Et là, je veux qu'on s'arrête un petit peu là-dessus, parce que quand il a compris ça, lui, là, c'est pour ça que je t'ai dit que c'est plus rare, mais c'est significatif. Quand il a compris ça, il comprend que ce qu'il a avec toi, ce qu'il vit avec toi mérite un effort. Ça, c'est un début de travail chez lui. C'est un tout petit début, minuscule, mais c'est un début de travail. Comment tu peux distinguer que les raisons pour lesquelles il revient, donc la première, la panique de te perdre, la deuxième, il a compris que ce qu'il a avec toi mérite un effort. Comment tu les distingues? Ça se fait pas avec des mots, ça se fait avec ses actions dans les semaines qui suivent. Est-ce qu'il revient et il recommence à la case départ, ou est-ce qu'il revient et quelque chose a changé, et ça tu le sens dans tes tripes finalement, d'accord? On va parler de ce qu'il dira jamais. C'est quelque chose que je trouve fondamental. Les phrases qu'il dit et ce qu'elles signifient vraiment. Parce que l'évitant ne parle pas directement. D'ailleurs, l'évitant ne parle pas beaucoup. Contrairement à toi. En tout cas, il parle moins que toi. Parce qu'il ne peut pas. Sa vulnérabilité passe par des détours, des traductions, des raccourcis. Et si tu prends ces mots au pied de la lettre, tu vas souffrir pour de mauvaises raisons. Alors quand il dit... tu mérites mieux, t'entends peut-être il m'aime pas assez. Alors ce qu'il pense réellement, la traduction, c'est je me sens profondément indigne de la façon dont tu m'aimes, te perdre me ferait moins de mal qu'être vraiment vu par toi et te décevoir. D'accord? Alors il pense pas que tu mérites mieux, il pense que lui ne te mérite pas toi, tu vois. Quand il va dire j'ai besoin d'espace, tu entends, il s'éloigne, voilà, c'est la panique. Ce qu'il pense vraiment, c'est je suis en train de me noyer, je sais pas nager, je suis en train de me noyer dans un truc que mon cerveau perçoit comme une menace. Si je prends pas de l'espace maintenant, je vais exploser ou fuir complètement, et j'ai pas envie. Son espace chez lui, c'est pas une façon de te dire non, c'est la seule façon qu'il connaît pour revenir à lui-même. Quand il va dire j'ai pas envie de te faire mal, t'entends, il se soucie de moi. Ce qu'il pense vraiment, c'est te faire mal me semble quasiment inévitable, et m'éloigner maintenant me semble moins dur que de rester et te blesser encore plus quand tu découvriras que je suis pas à la hauteur. D'accord? Alors ces traductions comme ça qui sont pas, c'est pas universel, c'est pas une réalité, une vérité. C'est pas universel, quoi. Ce que je veux dire, c'est que je t'envoie des choses que j'ai compris à travers les accompagnements, etc., ce que j'ai pu apprendre, la science, etc. C'est pas je sais pas comment dire, c'est pas aussi vrai que 1 et 1 égale 2, tu vois. C'est toujours dans la subtilité. Ces traductions, elles servent pas à le sauver. Elles te servent à toi pour que tu arrêtes de chercher ce que tu as mal fait. Tu n'as rien fait. Pour que tu arrêtes de te blâmer sur ses absences ou sur ses silences. Pour que tu vois clairement ce qui se passe. Ces mots ne sont pas des rejets de toi, ce sont des fenêtres sur ses blessures à lui. Alors, on va parler de ce qu'il voit chez toi. Un miroir, c'est un miroir, si tu veux, qu'il ne supporte pas finalement. Il y a quelque chose que tu vas peut-être mettre du temps à comprendre, et quand tu vas le comprendre, beaucoup de choses vont changer. Il y a une raison pour laquelle il t'a choisi, une raison pour laquelle il revient toujours et qu'il n'est pas parti. Cette raison, elle n'est pas anodine. Tu lui offres quelque chose qu'il cherche depuis toujours.
la sécurité émotionnelle, la chaleur, la présence, une femme qui reste. Paradoxalement, c'est exactement pour ça que ta présence lui est difficile par moments. Parce que tu lui montres, par contraste, ce qu'il n'est pas capable d'être encore. Ta disponibilité émotionnelle réveille son indisponibilité. Ton authenticité révèle ses masques, sa dureté, sa froideur, ce mur glacial. Ta stabilité révèle son chaos intérieur. Il se voit dans le miroir que tu lui tends. Et ce qu'il voit lui fait honte. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il n'a pas encore appris à se regarder avec compassion. Il y a quelque chose d'encore plus intéressant à comprendre. Les recherches américaines sur l'attachement évitant montrent quelque chose de contre-intuitif. Les évitants sont particulièrement mauvais à décoder les signaux d'amour de l'autre, de leur partenaire. Leur cerveau filtre automatiquement les informations sur la proximité émotionnelle. D'accord ? Il ne perçoit pas correctement les gestes d'affection, les mots d'amour, les tentatives de connexion. Il ne les voit pas. Hein. Il voit souvent ton amour comme une demande et pas comme un don. Tu vois ? Elle me dit qu'elle m'aime, elle attend quelque chose de moi en retour. Elle veut passer plus de temps avec moi, elle va me dévorer. Ce n'est pas qu'il ne voit pas ton amour, hein, c'est que son filtre le décode de travers. Et ça ne se règle pas en l'aimant encore plus fort, ma queen. C'est pas comme ça que tu vas régler le problème. D'ailleurs, tu n'as aucun problème à régler avec lui. Hein ? C'est pas lui. Il n'est pas ton combat. Il n'est pas ton projet. D'accord ? Ça demande du travail de sa part à lui. Apprendre à recevoir, décoder autrement, à tolérer la proximité sans paniquer. Et voici ce que j'aimerais que tu entendes aussi. Il y a parfois des choses dans ta façon d'être qui activent ces mécanismes. Tout comme lui, il y a des choses qui activent des choses chez toi. Pas parce que tu es défaillante, mais parce que tes propres blessures, la peur d'être abandonnée, le besoin de validation, l'anxiété quand il disparaît, créent une énergie que son cerveau hypersensible capte. Et cette énergie, même quand tu dis rien, même quand tu fais tout bien, il la sent. C'est pas une raison de te blâmer. Hein ? C'est une invitation à faire ton propre travail. Pas pour lui, pour toi. Parce qu'une femme qui est vraiment à l'intérieur d'elle-même, stable, ancrée, crée un environnement différent. Pas parfait, mais différent. Et parfois, ça change quelque chose. C'est pour ça que le travail sur toi, il est très important. C'est pour ça que très souvent, quand je parle avec toi et que tu reviens sur lui, je te dis, écoute-moi bien, on s'en tape de lui. Son projet à lui, son travail à lui, c'est son problème, ce n'est pas le tien. Il n'est pas un projet, il n'est pas quelqu'un à sauver, à guérir. Non, tu dois d'abord te guérir. Mets le masque sur toi d'abord. C'est ce qu'on nous apprend quand on est dans l'avion. Mets le masque sur toi d'abord, avant de le mettre sur la personne à côté de toi, ton enfant, ton voisin. Ok ? Alors, on va parler de est-ce qu'il peut changer ? Est-ce que c'est une fatalité ? Est-ce que tu dois accepter son fonctionnement for life ? Alors moi, je vais te dire la vérité sur la neuroplasticité et les limites. C'est la question que tu veux vraiment poser depuis le début, alors moi, je vais te répondre directement. Oui, un évitant peut changer. D'accord ? Oui, un évitant peut changer. Oui, une anxieuse peut devenir sécure. Oui, un évitant peut devenir sécure. Ce n'est pas une identité. L'évitement n'est pas une identité. L'anxiété n'est pas une identité. T'as vu, j'ai pris une autre voix pour le dire. Tu vois ? Et c'est pas une utopie. Hein. Genre, c'est pas de l'espoir vain. Mais tu dois pas mettre ton travail sur l'espoir qu'il change. Hein. Voilà. Les recherches sur ce qu'on appelle la neuroplasticité, donc la capacité du cerveau à se recabler, montrent clairement que les schémas d'attachement acquis dans l'enfance ne sont pas permanents. Donc en gros, ce qui a été construit peut être déconstruit. Ce qui a été appris peut être désappris. Je ne sais pas si on peut dire. Ouais, on peut désapprendre. Ok ? Un évitant peut développer ce que les chercheurs appellent un attachement sécure acquis. J'en ai été témoin, je le vois. Je suis témoin de l'évitant qui tend vers le sécure. Le niveau d'évitement qu'il avait était assez corsé. Maintenant, toi, tu n'es pas obligé d'attendre 14 ans pour comprendre tout ça.
C'est en changeant le pas, en travaillant sur toi, qu'en face, il y a une possibilité d'une ouverture et de sécuriser le lion que tu as en face de toi. D'accord ? Voilà, on essaye de mettre des mots un peu grandioses comme ça, le lion. C'est comme ça que moi, je vois la chose. Mais qu'est-ce que je suis méchante des fois. Donc, un évitant peut développer ce que les chercheurs appellent un attachement sécure à qui ? C'est littéralement possible. C'est scientifiquement prouvé. Neurologiquement, le cerveau adulte peut créer de nouveaux chemins, de nouvelles associations. Donc, comment ça se manifeste ? Un évitant, il peut apprendre à reconnaître ses états émotionnels au lieu de les fuir. Il peut tolérer la proximité sans s'éteindre automatiquement, rester présent dans les moments d'intimité au lieu de se retirer, décoder l'amour comme un don plutôt qu'une demande. Tu vois ? Il peut entendre les besoins, les valider et essayer de travailler à les remplir, à les combler, etc. D'accord ? Les études sur ce sujet parlent d'environ 12 à 18 mois de travail conscient et intentionnel pour observer ces changements durables. C'est pour ça que je te dis que c'est lent. Parce que pour une anxieuse, enfin une ancienne anxieuse, puisque tu es une sécure en devenir, n'est-ce pas ? 12 à 18 mois pour les piles électriques que nous sommes, pour les... en tout cas moi, toi peut-être que tu es plus stone, plus cool, mais quand bien même tu n'as pas attiré un évitant par hasard dans ta vie, c'est que tu es en mouvement, tu es quelqu'un qui est en mouvement, ok ? Donc 12 à 18 mois de travail conscient et intentionnel pour observer ces changements durables, ça peut te paraître long. Mais voici la partie que peu de personnes veulent entendre. Ce changement, il ne se fait pas parce qu'on le lui demande. Il ne se fait certainement pas sous la pression. Il ne se fait certainement pas parce que tu l'aimes assez fort, que tu le comprends, que tu décortiques, que tu essayes de faire des trucs, d'aimer plus fort, de vouloir à tout prix lui mettre le nez dans sa blessure, dans son enfance. Tu n'es pas son infirmière, tu n'es pas sa mère, tu n'es pas sa thérapeute, tu n'es pas son docteur, tu n'es pas sa coach. Ça, tu arrêtes, tu ne le fais pas. De toute façon, ça ne marche pas. Je suis sûre et certaine que tu as déjà essayé et ça ne marche pas. Ce changement, il ne se fait pas parce qu'on lui demande, il ne se fait pas parce que tu l'aimes assez fort, il se fait quand lui décide de regarder ses propres blessures en face, quand il décide que la souffrance de continuer comme ça est plus grande que la peur de changer. Et ça, ce n'est pas une décision que tu peux prendre pour lui. Never tu peux la prendre pour lui, jamais. Même avec l'amour le plus pur, le plus stable, le plus patient du monde. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas lui poser des vidéos sur l'évitement, des articles sur l'évitement, des réels, des podcasts, tout ce que tu veux. Il s'en tape, il n'est pas calibré pour recevoir ça. T'as compris ? C'est validé, t'acceptes, cool, continuons. Et il y a quelque chose, moi, que j'ai appris à mes dépens, et à travers les histoires des femmes que j'accompagne, quand un évitant sent que tu le comprends vraiment, que tu as compris ses mécanismes, ses stratégies, ses peurs, il peut avoir 2 réactions différentes. La première, il se sent vu, il peut baisser la garde, il peut commencer à s'ouvrir. C'est la réaction qu'on espère. Ok ? La deuxième, il va flipper encore plus, parce que si tu le comprends vraiment, il n'a plus d'excuses, il ne peut plus jouer sur le malentendu. Et ça, pour lui, c'est terrible. Donc, comprendre son cerveau ne garantit pas qu'il va changer. Ça te donne à toi des informations précieuses. Ça ne remplace pas son propre chemin. Ça n'excuse rien du tout. Et ça ne veut pas dire que tu dois tout tolérer. C'est cet enfant-là qui est aux commandes actuellement. Mais aujourd'hui, c'est un adulte. D'accord ? C'est un adulte qui doit prendre ses responsabilités et qui doit accepter de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a aussi une vérité que je dois te dire. Son niveau d'amour pour toi ne détermine pas son niveau d'engagement. Il peut t'aimer profondément, sincèrement, et fuir quand même. Parce que justement, c'est cet amour qui le terrifie. Alors je sais que je le dis plusieurs fois, mais c'est une réalité, voilà, c'est une des bases de compréhension de cette dynamique dans laquelle tu es, de cette danse. Parfois, il peut s'engager facilement avec quelqu'un qu'il aime moins, parce que l'enjeu est plus bas, la peur est moins grande. Concrètement, il s'en tape un peu, quoi. Tu vois ? C'est pas logique, c'est neurologique.
Si tu attends que son amour pour toi se traduise automatiquement en présence, tu vas attendre longtemps. D'accord ? On va parler de quelque chose d'intéressant. Quand est-ce qu'un évitant est vraiment en train de changer ? Tu le vois dans ses actes et pas dans ses mots. Alors n'attends pas des mots. C'est pas du tout son langage de l'amour. C'est rare que l'évitant utilise les mots comme langage de l'amour. Pas du tout. Enfin, c'est rare. En tout cas, je crois que j'ai jamais été témoin de ça, que ce soit avec mes accompagnés ou non. Non, quand elle m'envoie des screens, des captures écran, non, c'est vraiment non, il n'y a pas de mots. Ouais. Tu vois pas qu'il est en train de changer dans ses mots, que ce soit verbalement ou par écrit, par échange, message ou WhatsApp. Non, tu verras pas ça. Concrètement, comment tu vois qu'un évitant est en train de changer ? Il cherche de l'aide. Thérapie, accompagnement, travail sur lui-même. Pas parce que tu lui as demandé, mais parce qu'il a décidé que c'était nécessaire. Il a vu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il commence à recevoir l'information que là, c'est pas tenable. C'est pas tenable. Et si tu veux, la peur de te perdre, elle est plus grande et plus importante, elle est plus douloureuse que la peur de perdre sa liberté, son autonomie, son indépendance, son espace, voilà, sa vulnérabilité. La peur de te perdre, elle devient plus forte et ça devient, elle prend plus de place et ça devient difficilement gérable. Il n'y arrive plus concrètement. Il va rester aussi dans les moments difficiles au lieu de disparaître. Alors, il ne va pas rester parfaitement, hein, mais il essaie. Et ça, tu vas le voir. Hein, si tu es attentive, tu vas le voir. Il va reconnaître quand il se ferme. Il peut nommer ce qui se passe, même de façon maladroite. C'est jamais spectaculaire. Hein. T'attends pas à des trucs comme dans les films. Hein. C'est pas spectaculaire. Pas du tout. C'est lent. Hein. D'ailleurs, je te l'ai dit tout à l'heure, hein, entre 12 et 18 mois. Il va faire des efforts qui sont inconfortables pour lui. Alors, j'ai eu le témoignage d'un évitant qui, effectivement, m'a dit ça me demande un effort. De faire cette chose que mon épouse veut, ça me demande un effort. Mais il le fait. Pas parce qu'il y est forcé, mais parce qu'il a choisi de le faire. Il choisit de le faire. Parce qu'il a compris, alors qu'il n'est pas calibré pour comprendre ça, il n'a pas les outils pour comprendre ça. En fait, pour lui, il faut que tu comprennes que ton besoin de connexion, c'est un besoin d'extraterrestre pour lui. T'es une extraterrestre. Il ne comprend pas. Parce que pour lui, il t'a dit « je t'aime ». Il n'a pas besoin de te le dire tous les jours, quoi. Il t'a dit une fois, un jour dans sa vie qu'il t'aimait. Fin. Pourquoi tu veux... Qu'est-ce que tu veux ? Il est là. L'évitant, lui, il parle beaucoup de présence. Il est là. S'il ne t'aimait pas, il ne serait pas là. Tu vois, de partage. Donc, si je suis là, c'est que je t'aime. Pourquoi tu veux que je te le dise ? Pourquoi tu veux que je te fasse des cadeaux ? Pourquoi tu veux que je te montre des trucs ? C'est bon, je suis là. Tu vois, je te l'ai faite... c'est pas ça qu'il dit, hein, mais voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il fait des efforts qui sont inconfortables pour lui. Mais ma chaise, elle grince alors que je viens de l'acheter. Et si tu vois aucun de ces efforts, si après des mois de travail sur toi, ta souveraineté, ta stabilité, il ne bouge pas d'un millimètre, la question, c'est pas comment je le change. La question, c'est plutôt, est-ce que je veux rester dans une relation où je suis la seule à grandir ? Et là, la réponse, elle t'appartient. Tu vois ? Là, c'est toi qui choisis. Là, c'est toi qui sais. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais arrêter de bouger pour que tu n'entendes plus ces grincements. Il peut bouger. Tu vas le constater, même d'un millimètre. Là, sache que voilà, le travail a démarré. Ça va être lent, très lent. Mais ça donne, ça donne de l'espoir quant à un couple qui saura se co-réguler finalement. Tu vois ? Maintenant, j'ai envie de parler de comment lui parler. Voilà. Là, on est dans cet épisode qui parle de ce qui se passe dans sa tête, comment il est, pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu comme ça. Maintenant, toi, ok, là-dedans, tu as envie de lui parler, tu as envie de communiquer avec lui, et je fais comment ? On va parler de ces principes de communication qui vont traverser son filtre.
C'est pour ça que je te dis souvent, ça va te demander de développer une compétence. Ça va te demander dans un premier temps un effort de ta part à toi. Et c'est après, qui va bouger ne serait-ce que d'1 millimètre, que toi, de ton côté, ça ne te demandera pas d'effort. Tu vois? Donc le premier effort, c'est toi qui le fais. Après, ça sera lui, etc. Puis vous allez vous co-réguler. Je vais te donner des outils concrets. C'est pas des scripts magiques. Hein. C'est pas des trucs... voilà, non, c'est des principes, c'est des concepts. Parce que la communication avec un évitant ne marche pas si tu appliques des formules mécaniquement. Ça marche si tu comprends pourquoi ces principes fonctionnent. Ok? Alors tu vas pas... son cerveau, il traite les émotions comme des variables. Alors, j'aime bien dire que l'évitant, c'est un peu l'éloge au pragmatisme, à l'intellectualisation, tu vois. Ouais. Son cerveau, il traite les émotions comme des variables incontrôlables. Il panique devant j'ai peur, j'ai besoin ou j'ai mal. D'accord? Mais son cerveau, lui, peut traiter les risques, les conséquences, l'effet mesurable. Au lieu de j'ai peur qu'on s'éloigne, tu peux éventuellement dire dans l'idée, après tu emploies tes propres mots, quand on ne se parle pas depuis plusieurs jours, ça crée une distance dans notre relation que c'est difficile pour moi de gérer. C'est difficile à combler. C'est le même message, mais le premier, il va activer sa défense, tu vois, j'ai peur qu'on s'éloigne. Et le deuxième, il peut l'entendre. Quand on ne se parle pas depuis plusieurs jours, tu vois, voilà, t'intellectualises le truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a des concepts de CNV, hein, de communication non violente, finalement, et voilà. Ensuite, quelque chose qui est très important, que je te transmets beaucoup quand je te reçois en accompagnement, c'est soit concrète, mesurable et précise. Les trucs vagues, on évite. J'ai besoin de plus de connexion, il ne comprend pas. C'est vague, c'est incontrôlable, c'est potentiellement infini, voilà, il n'y a pas de cadre. Par contre, j'aimerais bien qu'on ait 15 minutes, 2 fois par semaine, pour discuter un peu de comment on va, autour d'un café, voilà. C'est concret. Il peut évaluer si c'est faisable. Il peut mesurer s'il l'a fait. Parce que voilà, il a besoin de cocher des cases. J'ai fait ça. Il a besoin d'avoir, pour se rassurer, il a besoin d'avoir comme une sorte de cocher des cases, d'avoir des listes qu'il peut cocher dans sa tête, de se dire, elle avait besoin de ça, j'ai fait ça. Tu vois? Donc c'est concret, c'est cadré, c'est clair. L'évitant a besoin de savoir exactement ce qu'on lui demande. Le flou, c'est pas possible. Alors qu'il est, lui, à la base, une éloge à l'approximatif. Voilà, lui aussi, à la base, il est flou. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que c'est des relations compliquées. Mais qu'une fois que tu as le décodeur, ça peut être une très, très belle relation. Tu vois, je sais que ça peut paraître paradoxal comme ça, mais ça va demander un effort. Mais comme on est des êtres de lien, qu'on a besoin, et que, à titre personnel, je préfère réparer que jeter, voilà, je suis persuadée que pour toi, ça pourra le faire aussi. On n'accuse jamais aussi. Troisième principe, on n'accuse pas. On observe. On ne dit pas tu m'as fait mal. Son cerveau, il va entendre t'es le méchant. Donc sa défense s'active, il fuit, il contre-attaque. Hein? Voilà, on ne dit pas ça. On peut dire, tu sais, moi je voulais te dire quelque chose, c'est que quand tu disparais sans prévenir, ça me crée de l'incertitude chez moi. J'ai du mal à le gérer. Tu décris un effet, pas une faute, ça il peut l'entendre. C'est marrant parce que eux, ils n'emploient pas des mots, mais ils sont très... lui, l'évitant, il ne va pas employer des mots. Voilà, il n'est pas très verbal, quoi. Mais les mots sont importants. Tu vois, les mots que toi, tu vas employer sont importants. Et tu peux aussi ajouter une question miroir. Dis-moi, j'aimerais bien savoir, si j'étais absente plusieurs jours sans t'expliquer pourquoi, toi, tu te sentirais comment? Si je me fermais? Et si je m'enfermais dans la chambre tout le temps et que je ne connectais pas avec toi, tu te sentirais comment? T'accuses pas. Tu l'invites simplement à se mettre à ta place. Et t'attends rien en retour. T'envoies, t'inquiète pas, ça va aller dans un coin de la tête, ça va mûrir tranquillement.
Il est évitant, il n'est pas bête. Il est évitant, il n'est pas sourd. Ensuite, il y a un autre principe important, c'est désarmer avant de parler. Avant d'aborder quelque chose d'important, quelques mots qui calment son radar d'alarme. Tu vois ? Un truc, tranquille, quoi. Pas de pression, je veux juste partager quelque chose avec toi. Il n'y a pas d'attente immédiate. C'est pas un reproche, juste une observation. Ces mots signalent à son cerveau, t'es en sécurité, il n'y a pas d'embuscade, cool. Il peut t'écouter, tu vois. Ensuite, il y a aussi le moment. Tu sais, le moment où tu parles compte autant que ce que tu dis. On le laisse tranquille quand il est stressé, fatigué, déjà sur la défensive. C'est pas pertinent. Et même de ta part, c'est pas souverain. Une queen, elle sait comment s'adresser, à quel moment s'adresser à son peuple. Tu vois ce que je veux dire ? On va pas le voir avec une charge émotionnelle, se décharger justement quand il est stressé, fatigué sur la défensive, quand il vient de rentrer du boulot, on le laisse tranquille en fait. C'est le pire moment pour aborder quelque chose d'important. Je sais que toi aussi dans la journée, tu as vécu une journée au travail ou avec les enfants, ou les deux, au travail plus avec les enfants, et quand il rentre lui du boulot avec ses clés, bah t'as envie de tout vomir quoi. Bah non. C'est pas le bon moment pour aborder quelque chose d'important. Tu vas y perdre, c'est nul, parce que tu avais envie d'aborder quelque chose qui serait reçu, donc tu vas perdre de l'énergie, du temps. C'est fatigant, ça sert à rien. Quand vous venez de passer un bon moment ensemble, quand l'énergie est légère, c'est là que son cerveau est le plus accessible. D'accord ? Jamais sur le moment quand tu souffres, laisse passer, calme-toi toi-même d'abord. Parle quand tu peux le faire depuis un endroit stable. D'accord ? Quand tu passes un moment cool, bien, agréable avec lui, que l'énergie est légère, que c'est stone, c'est génial, son cerveau, il est accessible, hop. Là, tu es la queen, la souveraine, qui a capté le moment et qui va envoyer son message, qui va être reçu, qui n'attend rien en retour. On pose le message, on ne débite pas pendant des heures, d'accord ? On pose son message, on le dépose, on informe et on n'attend rien en retour. C'est bon. On a déposé maintenant, voilà, on part. Ok ? Il y a quelque chose que je veux te dire aussi, même en appliquant tout ça parfaitement, il peut encore choisir de fermer la porte. Parce que la communication ne suffit pas si lui ne fait pas son propre travail. Elle peut ouvrir des espaces, elle ne peut pas forcer une transformation qu'il n'a pas choisie. Ces principes, ils te servent à toi pour que tu sois entendu autant que possible, pour que tu ne te retrouves pas à te battre contre son système de défense, pour que tes besoins soient exprimés clairement et dignement. Le reste, c'est lui. D'accord ? Je vais te parler maintenant d'une vérité qu'on ne dit pas. Il y a quelque chose que dans les podcasts, les livres, les coachs, peut-être, n'osent pas vraiment dire clairement. Moi, je vais le dire. Enfin, si, j'ai déjà entendu, mais voilà, de manière un peu sporadique. C'est pas, voilà. On rejette souvent la faute sur l'évitant. Quand je lis les commentaires, c'est très souvent l'évitant qui revient. L'évitant est à éviter, l'évitant est à fuir. C'est rare que je puisse lire ou voir l'évitant peut-être une opportunité de changer. Pour toi, évidemment. Pour toi, d'accord ? Donc cette chose que j'ai envie de te dire, c'est comprendre l'évitant ne suffit pas à te sauver de ta douleur. On peut comprendre parfaitement ses mécanismes, ses blessures, ses peurs et souffrir quand même. Parce que comprendre ne change pas le fait que ces comportements ont un impact réel sur toi. Tu ne l'inventes pas, ça. Parce que ça active sur ta confiance, sur ta paix, sur ton quotidien, c'est réel. Comprendre ne remplace pas ce dont tu as besoin. La présence, la sécurité, l'amour qui ne disparaît pas. D'accord ? Il y a un phénomène que les chercheurs américains spécialisés en neurochimie de l'attachement décrivent et que je trouve important de nommer ici. La relation anxieux-évitant crée une dépendance neurochimique. C'est pour ça que tu es fatigué. Tu vois, c'est pour ça que tu es épuisé. Toutes les dépendances fatiguent. Le cycle de chaleur et de froid, l'espoir suivi de déception, connexion suivie de distance, active dans le cerveau de la femme anxieuse des montées de dopamine suivies d'effondrement. Et ce cycle, il crée une addiction. C'est neurochimique. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste arrêter d'y penser. C'est pour ça que même quand on sait que ce n'est pas bon pour soi, on reste, on espère encore, on analyse encore, on passe du temps. Parce que le cerveau est accroché à l'espoir,
à la prochaine dose de chaleur. Parce qu'il se dit, c'est bon, finalement, c'est pas un mauvais gars. Sortir de ça ne se fait pas avec simplement de la volonté. Ça se fait avec du travail profond sur soi, avec du soutien, de la compréhension de ce qui se passe vraiment. Il y a eu aussi une autre vérité que j'ai l'impression qu'on ne dit pas assez clairement. Rester avec un évitant, c'est pas une faiblesse. Ok ? Si tu choisis de rester en conscience, en connaissance des enjeux, en ayant fait ton propre travail sur toi, c'est un choix souverain, pas une capitulation. C'est différent. Des femmes vivent des mariages beaux, réels, profonds, avec des hommes évitants. C'est pas des mariages parfaits, mais des mariages où ils sont tous les deux décidés de grandir, main dans la main. D'accord ? Et aussi, partir, c'est pas un échec, ma queen. Si tu choisis de partir, quand bien même, dans tous les cas, c'est un bon gars, il est gentil, tu sens la gentillesse chez lui, c'est pas un échec. Tu vois, si tu choisis de partir, il faut que tu le fasses depuis un endroit clair, après avoir vraiment essayé, depuis la dignité et non depuis la douleur. Ça aussi, c'est un choix souverain. Ce qui n'est pas souverain, c'est de rester ou de partir sans vraiment choisir. Tu pars par peur, par habitude, par addiction. Là, c'est pas souverain. D'accord ? C'est pour ça que ce podcast existe. Pour que quelle que soit ta décision, tu la prennes en sachant ce que tu sais maintenant. D'accord ? Et ce que tu vas apprendre aussi dans les prochains épisodes. Maintenant, où tu vas de là ? Voilà. On sait tout ça, c'est super. Où je vais ? Alors, je sais ce que tu ressens là maintenant. On arrive à la fin de l'épisode. Tu ressens peut-être du soulagement. Enfin, quelque chose qui explique ce que tu vivais sans explication. Tu ressens peut-être de la tristesse. Parce que comprendre ne change pas tout. Parce que même en sachant tout ça, il n'est pas différent. Pas encore. Peut-être jamais. Moi, j'aime bien vous le dire. Hein. Je suis pas une vendeuse de rêves, moi. Voilà. Moi, quand je t'ai en accompagnement, je te garantis que tu vas grandir. Tu vas apprendre des choses. Tu vas guérir des choses. Tu vas mettre en place, tu vas avoir des outils. Tu vas développer une compétence. Mais je ne te garantis jamais, au grand jamais, et j'assume ce propos, est un fabulateur, une fabulatrice, celle qui dit le contraire, qui te dit que si tu effectues ce travail sur toi, tu vas attirer ton évitant, tu vas l'avoir dans la poche, ça va être super génial. Non, pas du tout. J'y crois pas. C'est pas vrai. Tu vois ? Comprendre, ça change pas tout, mais en sachant tout ça, même en sachant tout ça, il n'est pas différent, pas encore, peut-être jamais. Peut-être qu'il changera jamais. Donc voilà. Tu ressens peut-être de la colère contre lui, contre la situation, contre le fait que c'est si compliqué d'aimer quelqu'un dont le cerveau fonctionne comme ça, et tout ça c'est réel. Tu inventes pas ce que tu ressens, tu inventes pas ce que tu vis. Tu le vis vraiment, t'es pas folle, hein, t'es pas tarée. D'accord ? Quand t'es activée, t'es pas folle, tu vis ces choses-là. Maintenant, je vais quand même te dire où est-ce que je vais te laisser, là, à la fin du podcast. J'ai envie de te laisser avec quelques questions. Alors, pas pour les résoudre maintenant, hein, pour les garder avec toi. Tu prends un petit carnet, un stylo, et puis tu notes ces questions. C'est important de verbaliser les choses, de les sortir de ta tête. La première question, c'est: est-ce que je suis en paix ? Pas heureuse à chaque instant. Hein. Ça n'existe dans aucune relation. On n'est jamais dans l'euphorie, dans le bonheur complet, total, chaque minute de sa vie en couple. Ça n'existe pas. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal. Mais est-ce que tu es en paix ? Est-ce que tu dors ? Est-ce que tu peux te concentrer sur ta vie ? Est-ce que tu as de l'espace pour respirer ? Si la réponse est non, si tu vis en hypervigilance permanente, si chaque silence te panique, si tu passes tes journées à décoder ces signaux, cette relation te coûte trop cher. Peu importe à quel point tu comprends ces mécanismes et peu importe à quel point tu l'aimes. La deuxième question, c'est: fait-il des efforts ? Pas des efforts parfaits. Des efforts réels, visibles dans le temps. Est-ce qu'il grandit ? Est-ce qu'il y a un mouvement, même lent, même imparfait ? Ou est-ce que tu es la seule à faire tout le chemin, à tout porter pendant qu'il reste exactement là où il est ?
Et la troisième question, c'est est-ce que je me choisis moi aussi dans cette relation? Pas au détriment de lui, mais en même temps que lui. Est-ce que mes besoins, ils comptent? Est-ce que ma paix, elle est protégée? Est-ce que j'ai gardé qui je suis? Ou est-ce que je me suis perdue à force de m'adapter? Il n'y a pas de bonne réponse universelle à ces questions. Il y a ta réponse à toi, ma queen. Et cette réponse, elle mérite d'être entendue par toi d'abord. Par toi la première. Tu mérites la paix. Tu mérites d'être en place. Tu mérites d'être heureuse. Qu'on prenne soin de toi, qu'on t'écoute, que tes besoins soient comblés. Mais avant ça, il faut que tu prennes soin de toi, que tu guérisses tes blessures par toi-même. Parce que lui aussi, tout comme c'est pas ton travail de le sauver, c'est pas le sien de te sauver. D'accord? On a fini. Je te remercie d'avoir été là pour tout cet épisode, tout au long de cet épisode. Il était long. Je sais qu'il était long. Je sais pas combien de temps là j'en suis. Je vais regarder. Ah, on est quand même à 1h10. Hein. Waouh! Il est long. Il est dense. Je sais qu'il a remué des trucs. C'était intentionnel. Parce que tu méritais une vraie réponse à ta question. Pourquoi il fait ça? Et tu méritais pas un condensé de 5 minutes. Tu méritais une vraie réponse complète, honnête. Et moi, ce que je veux que tu emportes de tout ça, c'est ça. C'est que t'es pas folle. Tout ce que tu vis est réel. Mais maintenant, tu sais. Ce que tu fais de ce savoir, continuer, partir, prendre ton temps, décider, il n'y a pas d'urgence dans rien, d'accord? Si tu décides pas aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine, je te promets, la Terre va continuer de tourner. C'est entièrement ton choix. Quelle que soit ta décision, c'est ton choix. Et ton choix mérite d'être fait depuis la clarté, pas depuis la confusion ou la douleur. Si tu veux continuer ce chemin avec moi, tu sais où me trouver. Les prochains épisodes arrivent. Moi, ce que je veux vraiment que tu fasses, s'il te plaît, prends soin de toi. Occupe-toi de toi. Tourne la caméra sur toi. Cultive ton jardin. Fais des choses que tu aimes. Prends soin d'abord de toi. Parce que le fait de prendre soin de toi impactera la relation, impactera le lien d'une manière ou d'une autre. Quelle que soit la manière, va y avoir un impact sur ta relation. Alors, s'il te plaît, prends soin de toi. Et merci encore d'être resté avec moi pendant cette heure.